In 2020, le cœur d'Al Pacino a cessé de battre. Les ambulanciers l'ont réanimé, mais quelque chose a changé à jamais. À 44 ans, l'homme qui nous a donné le parrain mène une vie à laquelle personne ne s'attendait. Ruiné après avoir perdu 50 millions de dollars, faisant des films qu'il déteste pour survivre et devenant père à 83 ans, avec une petite amie assez jeune pour être sa petite fille. Du drame des tests ADN à ses croyances sombres sur la mort. Voici pourquoi le plus grand acteur d'Hollywood est aujourd'hui le plus solitaire. Al Pacino est né le 25 avril 1940 à East Harlem, New York. Ses parents, Rosa Girardi et Salvatore Pacino, étaient des immigrants siciliens qui essayaient de se construire une vie en Amérique. Leur mariage n'a pas duré longtemps. Lorsque Pacino n'avait que 2 ans, son père est parti en Californie pour travailler comme vendeur d'assurance. Sa mère a donc dû l'élever seule dans le sud du Bronx, avec l'aide de ses grands-parents, Kate et James Girardi. Ils étaient originaires de Corleone, and Cecile, une ville qui deviendrait plus tard célèbre grâce aux parrains. La vie dans le Bronx dans les années 40 et 50 était difficile. Sa famille avait des difficultés financières et l'absence de son père a créé un vide qui ne s'est jamais complètement refermé. Mais sa mère lui a donné quelque chose qui allait façonner son avenir. Elle aimait le cinéma et l'emmenait souvent au théâtre, où il se perdait dans les histoires à l'écran. Le jeu d'acteur le fascinait avant même qu'il ne comprenne ce que c'était vraiment. Ses premières sorties au cinéma ont semé une graine qui allait plus tard se transformer en une passion pour la vie. En grandissant, Pacino s'est fait connaître sous le nom de Sonny parmi ses amis. Il avait un côté sauvage et repoussait toujours les limites. À l'âge de 9 ans, il avait déjà commencé à fumer et à boire. À 13 ans, il expérimentait le cannabis. Il s'intéressait peu à l'école et avait constamment des ennuis. Les bagarres, les absences et les infractions aux règles étaient devenues une routine. Il a été expulsé de plusieurs écoles avant d'entrer au lycée des arts du spectacle. Cela semblait être l'endroit idéal pour quelqu'un comme lui, mais il n'y est pas resté longtemps. À 17 ans, après une dispute avec sa mère au sujet de son avenir, il a abandonné l'école, sans diplôme d'études secondaires et sans emploi stable. Il a passé ses années d'adolescence à la dérive. Il s'est lié d'amitié avec un groupe de personnes qui, comme lui, n'avaient pas de véritable direction. Certains se sont mis dans le pétrin, d'autres se sont tournés vers la drogue. 3 de ses amis les plus proches, Cliffy, Bruce et Piety, mourront plus tard d'une overdose. Pacino aurait pu finir de la même manière, mais quelque chose l'a maintenu en vie. Le théâtre est devenu une échappatoire, une façon de canaliser son énergie agitée vers quelque chose de plus grand que lui. Il a dit plus tard que s'il n'avait pas fait de théâtre, il n'aurait peut-être pas réussi. Puis vinrent les pertes qui le changèrent à jamais. En 1962, alors que Pacino n'avait que 22 ans, sa mère mourut à l'âge de 43 ans. Elle avait lutté contre la dépression pendant des années et sa mort l'a frappé plus fort que jamais. 1 an plus tard seulement, son grand-père James, qui avait été comme un père pour lui, est également décédé. En l'espace d'1 an, les 2 personnes les plus importantes de sa vie étaient parties. Plus tard, il a qualifié ce moment de point le plus bas de sa vie. Il se sentait perdu, comme s'il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. De nombreuses années plus tard, dans ses mémoires, Sonny Boy, ainsi nommé d'après le surnom que lui avait donné sa mère, a écrit sur sa douleur. Si j'ai assez de chance, peut-être que je retrouverai ma mère là-bas. Tout ce que je veux, c'est avoir la possibilité de me rapprocher d'elle et de lui dire simplement « Maman, regarde ce qui m'est arrivé ». Après avoir perdu sa mère et son grand-père, Pacino s'est lancé dans le théâtre. Cela n'a pas été facile. Il a accepté tous les emplois qu'il a pu trouver, concierge, aide-serveur, coursier, employé de la poste, juste pour payer ses cours de théâtre. Il a étudié au HB Studio de Greenwich Village, où il a rencontré Charlie Lawton, un professeur de théâtre qui allait devenir l'un de ses plus proches mentors. Mais l'argent a toujours été un problème. Il y avait des nuits où il n'avait nulle part où aller. Il dormait sur les canapés de ses amis, parfois même dans les théâtres, quand il n'avait nulle part où se loger. Au début des années 60, il était tellement fauché qu'il a dû dormir dans la rue tout en acceptant les petits rôles qu'il pouvait trouver dans des productions théâtrales underground.
La carrière d'Al Pacino a pris un tournant important en 1968 lorsqu'il a joué dans The Indian Wants the Bronx, une pièce off-Broadway écrite par Israel Horowitz. Elle a été créée le 17 janvier à l'Astor Place Theatre de New York et a été jouée 167 fois. Son interprétation de Marv dégageait une énergie brute qui semblait dangereuse, mais étrangement humaine. Il ne jouait pas seulement un fauteur de troubles violents, il montrait les couches sous l'agression. Les critiques l'ont remarqué, tout comme l'industrie. Il a remporté le prix Ovie du meilleur acteur. Sa partenaire, Joan Casal, a remporté le prix du meilleur second rôle féminin, et Pacino a reçu celui du meilleur nouveau spectacle. Quelque chose d'encore plus important s'est produit dans coulisses. The Indian Wants the Bronx a été présenté en même temps qu'une autre pièce de Pacino. Elle s'intitule The Sugar Plum, avec Jill Clyburn, qui était alors la compagne de Pacino. C'est à travers cette production que Pacino a rencontré Martin Bregman, un homme qui allait changer sa vie. Bregman a vu quelque chose de spécial en lui et est devenu son manager. Plus tard, il aidera Pacino à décrocher certains de ses rôles les plus emblématiques dans Le Parrain. Serpico et La Nuit nous appartient. Pacino dira plus tard que sans Bregman, sa carrière n'aurait peut-être pas pris la tournure qu'elle a prise. Un an plus tard seulement, Pacino fit ses débuts à Broadway dans Does a Tiger Wear to Necktie? La pièce, écrite par Don Peterson, fut créée au Velasco Theatre en 1969. Elle racontait l'histoire d'adolescents toxicomanes dans un centre de désintoxication, abordant les thèmes de la dépendance et de la rédemption. Pacino jouait Behum, un jeune toxicomane à problème, à l'apparence dure qui cachait de profondes blessures émotionnelles. La production n'a duré que 39 représentations après 9 avant-premières, mais elle a eu un impact durable. Jack Crowell, de Newsweek, l'a qualifié de voyou à l'âme poétique. Variety l'a nommé l'acteur le plus prometteur de Broadway. À seulement 29 ans, il a remporté le Tony Award du meilleur acteur dans un second rôle. Ce moment a tout changé. La capacité de Pacino à donner autant de profondeur à ses rôles provenait d'années d'entraînement. Il avait étudié avec Lee Strasberg à l'Actors Studio de New York, l'une des écoles de théâtre les plus respectées au monde. Strasberg était un maître de la méthode d'interprétation, enseignant aux acteurs à tirer parti de leurs propres émotions pour créer des performances réalistes. Pacino a déclaré plus tard que s'entraîner avec Strasberg lui a donné la confiance nécessaire pour se consacrer entièrement au jeu d'acteur. Le parcours d'Al Pacino pour incarner Michael Corleone dans Le Parrain n'a pas seulement été difficile, c'était une bataille. Aujourd'hui, sa performance est légendaire. Mais en 1972, l'idée de le choisir a failli faire dérailler toute la production. Paramount Pictures voulait une star rentable, quelqu'un comme Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford ou Ryan O'Neal. Pacino était alors pratiquement inconnu. Il n'avait qu'un seul crédit au cinéma et une solide formation théâtrale. Mais cela ne suffisait pas au studio. Il ne le voyait pas comme un protagoniste. Il voulait quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui correspondrait à l'image hollywoodienne d'une star. Francis Ford Coppola pensait le contraire. Il avait vu Pacino à Broadway et pensait qu'il était parfait pour le rôle de Michael Corleone. Il a vu en Pacino quelque chose que personne d'autre n'a vu. La capacité de capturer la transformation de Michael d'un héros de guerre innocent à un chef de la mafia impitoyable. Coppola a refusé de céder, ce qui a conduit à des disputes interminables avec le studio. À un moment donné, Paramount a auditionné James Caan pour le rôle de Michael et a lancé un ultimatum à Coppola. Pacino pouvait rester, mais seulement si Caan jouait Sonic Corleone. Même après le début du tournage, le studio n'était toujours pas convaincu. Ils ont vu les premières images de la performance de Pacino et voulaient qu'il soit renvoyé. Coppola savait qu'il devait prouver la valeur de Pacino et vite. Il décida de filmer la scène du meurtre dans le restaurant plus tôt que prévu. C'était un moment crucial. La première véritable incursion de Michael dans le monde de la mafia. Lorsque les dirigeants de Paramount le virent, tout changeait. Ils comprirent enfin ce que Coppola avait vu tout ce temps. Pacino n'était pas seulement bon, il était inoubliable. À partir de ce moment, sa place dans le film était assurée. Ce rôle a tout changé pour lui. Son interprétation lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle », bien que beaucoup pensaient qu'il aurait dû être dans la catégorie « Meilleur acteur ».
Il a boycotté la cérémonie en signe de protestation, refusant d'y assister parce qu'il se sentait relégué. Mais même sans la victoire, sa carrière a décollé. Le Parrain a rapporté plus de 250 millions de dollars pour un budget de 6 millions. A remporté l'Oscar du meilleur film et a fait de Pacino une star. Son interprétation de Michael a été saluée pour son intensité silencieuse, la façon dont il pouvait communiquer autant avec un seul regard. Ce regard effrayant pendant la scène du restaurant est devenu l'un des moments les plus emblématiques du cinéma. Mais il n'a pas été facile d'en arriver là. Pacino a admis plus tard qu'il était terrifié pendant le tournage. La pression était écrasante. La menace constante d'être renvoyé le hantait, ce qui rendait difficile sa concentration. Il s'est même gravement blessé à la cheville en tournant une scène d'évasion. La douleur était si forte qu'il avait besoin d'injections pour continuer. Curieusement, sa première réaction à la blessure a été le soulagement. Il pensait que cela pourrait entraîner son licenciement. Ce qui, à ce moment-là, semblait plus facile que de gérer le stress de devoir faire ses preuves. Coppola savait à quel point Pacino se débattait et a fait tout son possible pour l'aider. Elle a ajusté le calendrier de tournage pour lui donner plus de temps pour s'imprégner du rôle. Elle s'est également appuyée sur Diane Keaton, la co-vedette de Pacino, qui est devenue son soutien émotionnel sur le plateau. Elle a contribué à détendre l'atmosphère et ils ont souvent ri ensemble après des scènes difficiles. Pacino dira plus tard que sans la confiance que Coppola lui accordait, il n'aurait peut-être jamais réussi à surmonter cela. Dans Serpico, 1973, Pacino a joué le rôle de Frank Serpico, un véritable officier de la police de New York qui a dénoncé la corruption au sein du département. Pacino s'est préparé pour le rôle en passant du temps avec le vrai Serpico, en apprenant comment il parlait et se déplaçait. Il voulait comprendre le profond sentiment d'isolement que cela impliquait de se confronter à ses collègues officiers. La production a été confrontée à des défis dès le début. À l'origine, c'est Sidney Lumet qui devait réaliser le film, mais il a été remplacé par Lumet juste avant le tournage. Le tournage a eu lieu à l'été 1973, avec les vraies rues de New York en toile de fond. La chaleur combinée au style de direction rapide de Lumet a créé une atmosphère intense sur le plateau. La performance de Pacino lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe Award, avec un budget de seulement quelques millions de dollars. Le film a rapporté près de 30 millions de dollars au box-office. Avec le temps, Serpico est devenu un film déterminant dans le genre policier, et la performance de Pacino reste l'une des plus puissantes de sa carrière. Une décennie plus tard, Pacino a endossé l'un de ses rôles les plus emblématiques dans Scarface, en 1983. Il y interprète Tony Montana, un réfugié cubain qui prend le pouvoir dans le trafic de drogue à Miami. Le film, réalisé par Brian De Palma et écrit par Oliver Stone, s'inspire du classique de 1932, mais est actualisé pour refléter l'excès et la violence des années 80. Tony Montana est brutal, ambitieux et impitoyable. Dès son arrivée aux États-Unis, il est déterminé à prendre ce qu'il veut. Pacino s'est immergé dans le rôle, élaborant chaque détail de la personnalité de Tony. Son accent, ses gestes, même la façon dont il tenait une arme, tout était soigneusement planifié. Pendant le tournage, il a subi une grave brûlure à la main après avoir saisi le canon d'une arme chaude. La blessure a retardé la production, mais a montré son dévouement à rendre le personnage réel. Le film a été critiqué après sa sortie. Les critiques ont attaqué son extrême violence et l'utilisation excessive de langage OS. La communauté cubaine de Miami a également protesté contre sa représentation des immigrants, ce qui a obligé à tourner des parties du film à Los Angeles à la place. La controverse n'a pas empêché Scarface de trouver un public. Il a rapporté 66 millions de dollars dans le monde entier et est devenu un film culte. L'ascension et la chute de Tony Montana servent d'avertissement sur la cupidité et le pouvoir. Des phrases telles que « dis bonjour à mon petit ami » sont devenues légendaires. Et l'influence du film s'est étendue au hip-hop, aux jeux vidéo et à la culture pop. Au fil du temps, Scarface a été reconnu comme l'un des meilleurs films de gangsters jamais réalisés. En 1992, Pacino a joué un personnage très différent dans Le Parfum de la femme, un rôle qui lui a finalement valu un Oscar du meilleur acteur.
Il y joue le rôle du lieutenant-colonel Frank Slade, un vétéran de l'armée aveugle et aigri, qui passe un week-end avec un jeune lycéen nommé Charlie Sims, interprété par Chris O'Donnell. Le film suit leur voyage, alors que Slade apprend à Charlie comment vivre, tout en luttant secrètement contre sa propre noirceur intérieure. Pour se préparer au rôle, Pacino a utilisé des lentilles de contact opaques pour bloquer sa vision. Il utilisait une canne même lorsque les caméras ne tournaient pas pour que sa cécité soit naturelle. Sa performance alliait humour et intensité, faisant de Slade l'un des personnages les plus mémorables de sa carrière. L'un des moments les plus célèbres du film est la scène du tango, où Slade, malgré sa cécité, guide une jeune femme dans une danse parfaite. Lorsque Scarface est sorti en salle en 1983, il a fait sensation. Les critiques l'ont attaqué pour sa violence extrême, son utilisation constante de langage OS et ce qu'il considérait comme une glorification de la culture de la drogue. La scène de la tronçonneuse, qui se déroule à peine 20 minutes après le début du film, a choqué le public. Certains, comme les écrivains Kurt Vonnegut et John Irving, ont même quitté les projections. Mais la controverse ne s'est pas arrêtée là. De nombreux immigrants cubains à Miami ont protesté, arguant que le film les dépeignait comme des criminels et des trafiquants de drogue. Ils estimaient que le film renforçait des stéréotypes préjudiciables, faisant de leur communauté le visage du trafic de drogue à Miami. Même les connaisseurs d'Hollywood ont vu venir les problèmes. Martin Scorsese aurait averti Stephen Bauer, qui jouait le meilleur ami de Tony Montana, que Hollywood détesterait le film parce qu'il exposait sa propre corruption. Mais ce fut un grand succès, rapportant plus de 134 millions de dollars contre un budget de 31 millions de dollars. La performance de Pacino fut acclamée, et la phrase caractéristique de son personnage, Ouah, Zrenia, devint instantanément reconnaissable. Sa victoire aux Oscars fut considérée comme une récompense attendue depuis longtemps, récompensant un acteur qui avait déjà livré certaines des meilleures performances de l'histoire du cinéma. Avec le temps, le film a trouvé une seconde vie. Il est devenu un film culte, en particulier dans les communautés hip-hop et latines, où Tony Montana symbolisait l'ambition et la rébellion. Cette popularité accrue n'a fait qu'alimenter les débats. Scarface mettait-il en garde contre l'excès, ou était-il devenu un symbole de ce qu'il condamnait? Même aujourd'hui, la discussion se poursuit, ce qui prouve que certains films ne perdent jamais de leur impact. Des années plus tard, Pacino a endossé un autre rôle controversé dans Paterno de HBO, un film de 2018 sur le scandale des abus sexuels sur mineurs à Penn State. Et il se concentre sur une période cruciale de 2 semaines en février 2011, lorsque Joe Paterno, une légende du football américain avec plus de 400 victoires à son actif, a vu sa réputation détruite. Son ancien assistant, Jerry Sandusky, avait été arrêté pour avoir abusé sexuellement de jeunes enfants. Sandusky a ensuite été condamné à une peine de 30 à 60 ans de prison. Le film a soulevé une question troublante. Que savait Paterno? La performance de Pacino a capturé un homme déchiré entre son empire du football et le scandale grandissant. Dans une scène, Paterno se souvient d'un rapport de février 2001 d'un entraîneur adjoint qui avait vu Sandusky abuser d'un enfant dans les douches de l'équipe. Paterno en a informé les responsables de l'université, mais n'a jamais donné suite. Cette décision a assombri tout ce qu'il avait construit. Les critiques ont félicité Pacino d'avoir montré le conflit intérieur de Paterno, mais le film lui-même a laissé le public divisé. Certains ont vu en Paterno un bouc émissaire, tandis que d'autres ont estimé qu'il avait fermé les yeux. Plus de 300 de ses anciens joueurs ont protesté contre le film, affirmant qu'il détruisait injustement son héritage. Quelques mois seulement après avoir été licencié de Penn State, Paterno est mort d'un cancer du poumon à l'âge de 85 ans. Le film n'a pas pris parti. Au lieu de cela, il a obligé les spectateurs à décider si Paterno était coupable d'inaction, ou s'il était simplement pris au piège d'un système qui avait échoué à tous. Pacino a endossé un autre rôle controversé en février 2013 avec Phil Spector de HBO. Le film explorait la vie du légendaire producteur de musique connu pour avoir révolutionné le son dans les années 60 et pour sa vie personnelle étrange. En février 2003, Spector a été accusé du meurtre de l'actrice Lana Clarkson dans sa maison.
Le film s'est concentré sur sa relation avec l'avocate de la défense Linda Kenny Baden, interprétée par Helen Mirren, qui s'est demandé s'il pourrait bénéficier d'un procès équitable. Contrairement à un drame judiciaire typique, Phil Spector ne s'est pas concentré sur la bataille juridique. Au lieu de cela, il montrait un homme perdant le contrôle de sa propre histoire. Était-il un génie incompris ou était-il exactement ce que le monde croyait? Le film n'a jamais donné de réponse claire, laissant le public aussi confus que lorsque l'affaire a fait la une des journaux pour la première fois, en dehors de l'écran. Pacino a dû faire face à son propre drame dans la vie réelle. En février 2021, il a découvert qu'il avait perdu 50 millions de dollars. Son comptable de longue date, Kenneth Starr, avait participé à un stratagème de Ponzi, Pacino, qui avait passé des décennies à gagner des millions par film, s'est retrouvé pratiquement ruiné du jour au lendemain. Starr s'était bâti une réputation de conseiller financier de confiance, gérant l'argent des plus grandes stars d'Hollywood. Dans les coulisses, il les avait volés. Lorsque le système s'est effondré, il a été arrêté et condamné à 7 ans de prison. Pacino est revenu d'un coûteux voyage en Europe pour découvrir que l'argent avait disparu. Dans ses mémoires, Sonny Boy a décrit le moment où il a réalisé l'ampleur de la trahison. Il avait 50 millions de dollars et n'avait plus rien. Pour se remettre, Pacino a accepté des projets inattendus. Il a joué dans Jack et Jill, un film qu'il a admis plus tard n'avoir fait que pour l'argent. Il a accepté des conférences et est même apparu dans des publicités. Il a qualifié cette période de montage insensé de loi. Mais au final, cela lui a appris la résilience. Même au sommet d'Hollywood, personne n'est intouchable. Al Pacino n'a jamais été qu'un acteur, il a toujours été un conteur, qui cherche un sens dans les rôles qu'il interprète et les projets qu'il entreprend. Sa passion pour le théâtre va au-delà de l'interprétation. Il veut comprendre le métier, le décomposer et le partager avec les autres. Cette motivation l'a conduit à passer derrière la caméra. Son premier grand projet en tant que réalisateur a été Looking for Richard en 1996. Ce n'était pas un film traditionnel. C'était un documentaire, une performance et un voyage personnel tout à la fois. Pacino voulait montrer pourquoi Shakespeare est toujours d'actualité. Il a choisi Richard III, une pièce sur le pouvoir et l'ambition, et s'est proposé de démontrer que ces thèmes résonnent encore. Le film alterne entre différents styles. Il y a des scènes dramatisées de Richard III avec des acteurs comme Alec Baldwin, Winona Ryder et Kevin Spacey. Il y a aussi des interviews d'universitaires et d'acteurs, dont Kenneth Branagh et Vanessa Redgrave. Le film a été un succès. Il a remporté le prix de la Directors Guild of America pour la réalisation d'un documentaire en 1997. Les critiques l'ont félicité pour avoir rendu Shakespeare accessible et attrayant. Peter Travers l'a décrit comme une grande aventure et un plaisir sans vergogne. 4 ans plus tard, en février, il a réalisé Chinese Coffee. C'était un projet complètement différent. Il ne s'agissait pas d'histoire ou de littérature. Il s'agissait de 2 hommes assis dans une pièce et qui parlaient. Le film est adapté d'une pièce d'Ira Lewis que Pacino avait jouée sur scène en 1992. L'histoire suit Harry Levine, un écrivain en difficulté interprété par Pacino, et Jake Mannheim, un photographe interprété par Sherry Orbach. L'action se déroule en 1982 à Greenwich Village, pendant une seule nuit, alors que les 2 amis ont une longue et intense conversation. Il a été présenté en première au Festival du film de New York en février, puis projeté au Festival du film de Tribeca. Il n'a pas atteint un large public, mais ceux qui l'ont vu ont apprécié son honnêteté. Enfin, il est sorti en DVD en février 2007 dans le cadre d'un coffret intitulé Pacino, An Actor's Vision, donnant à davantage de personnes la possibilité de voir ce joyau caché. Au-delà de la réalisation, Pacino a passé des années à former la prochaine génération d'acteurs. Depuis février, il est coprésident de l'Actors Studio. Avec Ellen Burstyn et Harvey Keitel, ce n'est pas n'importe quelle école de théâtre, c'est l'endroit où certains des plus grands acteurs de l'histoire ont été formés. Pacino lui-même y a étudié sous la direction de légendes telles que Liz Strasberg et Charlie Lofton. Il a toujours dit que le studio avait changé sa vie. Et maintenant, il aide à faire de même pour les autres. Pour Miss Pacino, l'Actors Studio est un endroit où les acteurs peuvent prendre des risques. Il ne s'agit pas de gloire ou de succès, il s'agit de se dépasser, d'apprendre sans peur.
Beaucoup des plus grands talents d'Hollywood, dont James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman et Jack Nicholson, sont sortis de cette école. Pacino continue de guider de jeunes acteurs à travers des ateliers et des discussions. Il n'enseigne pas seulement la technique, il les encourage à lire, à réfléchir, à explorer la philosophie et la littérature. Il pense que le théâtre ne consiste pas seulement à interpréter, mais aussi à comprendre la vie. Al Pacino a passé toute sa vie sous les projecteurs, mais en ce qui concerne le mariage, il n'a jamais franchi le pas. Malgré des relations très médiatisées avec Diane Keaton, Beverly D'Angelo et Kathleen Quinlan, il est resté célibataire toute sa vie. Dans ses mémoires de février 2024, Sonny Boy a expliqué pourquoi. Il n'a jamais considéré le mariage comme quelque chose qui pourrait l'aider dans sa vie. Il l'a même qualifié de billet pour le train de la douleur. Ses opinions sur l'engagement ont été façonnées par des peurs personnelles et aucune relation n'a changé cela. Son histoire avec Diane Keaton est l'une des plus célèbres histoires d'amour d'Hollywood. Ils se sont rencontrés pendant le tournage du Parrain en 1972. Elle le trouvait charmant, mais aussi mystérieux. Leur relation a duré par intermittence pendant des années. Mais en 1995, Diane Keaton en avait déjà assez. Pendant le tournage du Parrain, Party 3, elle lui a lancé un ultimatum. Engagement ou c'était fini. Pacino a refusé et elle s'est éloignée. Une autre relation sérieuse a été celle avec Kathleen Quinlan. Ils se sont rencontrés en 1969 lors d'une fête organisée par le coach de théâtre Lee Strasberg. Ils ont été inséparables pendant des années. Ils ont même voyagé ensemble en Europe. Pacino a admis plus tard que Quinlan était la personne la plus proche de lui qu'il ait jamais côtoyée, mais qu'il avait finalement reculé. C'est une décision qui lui a brisé le cœur pendant des années, bien qu'il ne se soit jamais marié. La paternité est devenue une partie importante de sa vie. En June 2023, à l'âge de 83 ans, il a accueilli son 4e enfant, un fils prénommé Roman Connor Alfala, âgé de 29 ans. La nouvelle en a surpris plus d'un, surtout après que des informations ont circulé selon lesquelles Pacino aurait demandé un test de paternité. Il ne croyait tout simplement pas qu'il pouvait encore avoir d'enfants. Lorsque les résultats ont confirmé que Roman était le sien, il s'est à nouveau épris de paternité. Pacino et Alfala ont commencé à sortir ensemble en 2020 pendant la pandémie, mais leur relation n'a été rendue publique qu'en avril 2022. Leur différence d'âge de 54 ans a attiré l'attention. Bien qu'Alfala soit connue pour sortir avec des hommes plus âgés, elle avait déjà été liée à Mick Jagger et Clint Eastwood. Roman est son premier enfant, mais Al Pacino en a déjà 3. Les jumeaux Anton James et Olivia Rose, née en février 2001 avec Beverly D'Angelo, et sa fille aînée Julie Marie, née en 1949 avec la coach de théâtre John Tarrant. Devenir père à nouveau à 83 ans a changé sa vie. Son propre père l'a abandonné quand il était jeune, et il n'a jamais voulu répéter ce cycle. Même après s'être séparé d'Alfala, il est resté impliqué. Il communique avec Roman par vidéoconférence et ils jouent même de l'harmonica ensemble. À 44 ans, Pacino continue de travailler. En 2021, il a joué dans La Maison Gucci et ses projets à venir montrent qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter. L'un des plus attendus est Modi, un film sur l'artiste italien Amedeo Modigliani, réalisé par Johnny Depp. Le film suit 3 jours intenses de la vie de Modigliani alors qu'il se débat avec son art et ses démons personnels. Pacino joue également dans The Ritual, un film d'horreur basé sur l'histoire vraie des exorcismes d'Emma Schmidt. Le film, dont la sortie est prévue le 18 avril 2025, suit 2 prêtres qui pratiquent des exorcismes dangereux tout en luttant contre leur propre passé. Au-delà de cela, il est impliqué dans Billy Knight et Killing Castro, démontrant que sa passion pour la narration est toujours aussi forte. Pour Pacino, jouer n'est pas seulement une carrière. C'est quelque chose qui l'a maintenu en vie pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Il dit souvent que cela lui a sauvé la vie. Sa vie a connu son lot de difficultés. En 2020, une expérience de mort imminente a changé sa perspective pour toujours. Lors d'une maladie, il a perdu son pouls et a dû être réanimé par des ambulanciers. Après cela, il s'est convaincu qu'il n'y avait pas de vie après la mort. C'était une croyance qu'il partageait ouvertement. À ce stade de sa vie, Pacino est toujours actif.
Il est toujours père et il continue de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Il n'a jamais suivi le chemin traditionnel, mais cela ne l'a jamais empêché de vivre